Ethan Blackwood présente Les silences. Partie 1. Dans l'habitacle feutré de la voiture électrique dernier modèle, le silence semblait peser, plus lourd que jamais. Cela faisait 6 heures qu'il roulait, 6 longues heures où la promesse d'un trajet paisible s'était progressivement muée en un enfer de tension à peine dissimulé. Les paysages défilaient par les vitres teintées, monotones, mais personne ne les regardait plus. La nuit tombait, peu à peu, dans l'habitacle, laissant la lumière froide de l'ordinateur de bord mettre en évidence le niveau filant de la batterie, presque vide. Les 4 membres de la berline enchaînaient les règlements de compte depuis trop longtemps. Les mots volaient, durs, tranchants. L'énergie de chacun semblait s'être évaporée en accord avec le fluide électrique qui alimentait le véhicule. L'angoisse d'une pénurie d'énergie fit revenir le calme doucement, laissant chacun avec ses rancunes et son fusil, prêt pour la prochaine salve. Tradition familiale oblige. Le GPS indiquait encore 15 minutes avant d'atteindre le gîte, lieu idyllique pour une semaine de vacances familiales, sûrement les dernières au vu de l'ambiance. La batterie leur laissait un dernier sursis, avec encore 30 minutes d'autonomie. Le chauffeur, Jean-Hugues Delecourt, le patriarche, tenait son volant fermement des 2 mains, alerte sur l'environnement dans lequel il évoluait et qui lui était inconnu. À 65 ans, directeur des ressources humaines d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques spécialisées dans la nanomédecine, Nanomed, il arpentait encore chaque matin les couloirs du siège social, dossier de papier sous les bras. Inflexible et déterminé, il envisageait la retraite depuis quelques années. L'idée de perdre l'autorité qu'il possédait et qu'il aimait tant exercer le retenait encore. Jean-Hugues, un homme de la vieille école, pour qui le télétravail n'est rien d'autre qu'une forme de paresse déguisée. Un homme pour qui quitter le bureau à 17 heures équivaut à s'offrir un après-midi de liberté. Un homme que les femmes affirmées, indépendantes et contestataires, exècrent. Rien ne lui plaisait plus qu'une série d'entretiens professionnels, ces face-à-face, où il pouvait évaluer la carrière d'un employé tout en freinant habilement ses ambitions. C'était, selon lui, la seule manière de permettre aux plus anciens, comme lui, de rester aux commandes des différents services de l'entreprise après les avoir conquises. Sa misogynie à peine voilée, sa surveillance obsessionnelle des horaires et son calcul constant de la productivité faisaient de lui un maître dans l'art de maintenir sa position en haut de l'échelle socio-professionnelle. Rien n'était laissé au hasard dans sa quête de contrôle. Le gîte apparut enfin, au détour d'un chemin caillouteux, après une centaine de mètres parcourus avec précaution. La maison de vacances se dressait au cœur de la forêt du Mont-Noir, perchée sur l'ancienne frontière franco-belge, aujourd'hui disparue. La bâtisse, création singulière d'un architecte visionnaire, arborait des lignes anguleuses et des façades mêlant briques et verre, tel un monolithe planté au milieu des pins noirs. Une anomalie au cœur de la nature, un lieu aux abords malaisants, éveillant la curiosité des locataires. Les 4 membres de la famille sortirent du véhicule, s'étirant. Instinctivement, presque en synchronie, comme si leur corps, engourdi par les heures de route, réclamait un peu d'activité. Jean-Hugues, le patriarche, avait catégoriquement refusé tout arrêt jugé inutile depuis leur départ de Paris. Le seul moment de pause avait été réservé à la recharge de la batterie, lorsque la voiture avait commencé à alarmer les occupants, après les 200 premiers kilomètres, à l'aide de bips stridents et répétitifs. Ils restèrent une bonne minute, immobiles,
à contempler la demeure sans prononcer un mot. Le lieu exerçait une étrange attraction. Il était déjà près de 20 heures. La lumière déclinante de cette fin septembre ajoutait un voile mystérieux sur la bâtisse. Les arbres, si denses, ne laissaient filtrer aucun rayon de lumière, qu'il soit naturel ou artificiel. Le terrain en légère cuvette amplifiait des sons inconnus pour les citadins. Viviane, qui n'aimait pas rester exposée à la nature inconnue trop longtemps, pressa son mari d'aller chercher le boîtier à code où se trouvait la clé du logement. Le propriétaire les avait prévenus qu'il ne pourrait les accueillir, mais que tout serait en place pour une arrivée autonome. Agacé, le père de famille s'avança seul vers la maison, espérant découvrir la boîte à clés à proximité de la lourde porte en bois au milieu de la façade. Un projecteur puissant se déclencha, obligeant Jean-Hugues à protéger ses yeux avec une main imitant la visière d'une casquette. Le ronronnement électrique qu'il entendait, en s'approchant de la maison, confirmait la puissance de l'halogène, trop importante pour une simple maison. Le ronronnement se transforma en sifflement aigu, puis en un grésillement. C'est alors que l'halogène explosa dans une gerbe d'étincelles, arrachant au passage un hurlement à Viviane. Viviane, 55 ans, détestait les surprises. Mère au foyer exemplaire, elle tenait son foyer d'une main de fer. L'idée de se retrouver dans ce lieu, choisi par ses 2 enfants, la mettait déjà très mal à l'aise. Jean-Hugues, fidèle à ses méthodes de gestion du personnel, avait laissé les jeunes adultes décider de la destination pour les impliquer dans l'organisation des vacances familiales. Pour Viviane, le nord de la France n'avait vraiment rien d'attirant. Elle ne jurait que par la Côte d'Azur, avec son soleil éclatant, ses plages dorées, le chant des cigales et ses pins parasols. Ici, les pins noirs qui encerclaient la maison, perdus au milieu des bois et des champs de maïs, l'emmenaient en terre inconnue. L'arrivée au gîte était un moment stressant. Il fallait prendre ses marques. En parfaite épouse, le quotidien de Viviane était parfaitement rythmé. Elle se levait avant son époux, préparait soigneusement ses vêtements pour la journée. Elle préparait également le petit déjeuner de Jean-Hugues et des enfants qui vivaient encore à la maison. En milieu de matinée, quand tout le monde voguait à ses occupations hors du logement et que celui-ci était nettoyé, Viviane pouvait s'adonner à sa passion pour le scrapbooking, un passe-temps qu'elle nourrissait tout en regardant des émissions variées, et ce, jusqu'à la fin de l'après-midi. La famille était enfin entrée dans la maison. Rassemblés à 4 dans le hall d'entrée, chacun avançait à tâtons, cherchant à allumer le plafonnier, mais aucun n'avait encore trouvé l'interrupteur. Viviane, qui détestait rester dans l'obscurité, avança d'un pas déterminé dans le hall. Comme par magie, la pièce s'illumina. Une rangée de spots puissants vinrent soudainement illuminer le groupe d'animaux empaillés fixés au mur. Ils sursautèrent ensemble, mais aucun d'eux ne laissa échapper le moindre cri. Viviane contemplait la pièce avec une sensation de malaise montant. Les murs étaient recouverts de lames de bois brutes, tortueuses, pleines de nœuds. Le sol était recouvert d'un carrelage froid, sombre et qui accrochait les semelles de ses escarpins. Elle échangea un regard avec les différents membres de la famille. Marjorie se mit à rire légèrement. « Vous devriez voir vos têtes. Maman, tu es encore plus blanche que ton chemisier, » lança-t-elle, un sourire malicieux étirant ses lèvres. « C'est atypique, » répondit Viviane, choisissant soigneusement ses mots pour éviter de froisser sa fille, qui s'était impliquée dans le choix de ce lieu. « Ce n'est pas atypique, c'est moche, putain. C'est quoi le problème des provinciaux, bordel?
Ils ne peuvent pas faire confiance à un décorateur pour leur location ?» critiqua sèchement Christophe. « Surveille ton langage quand tu es avec nous, » rétorqua Viviane. « J'ai choisi une maison qui sort de l'ordinaire, justement, » reprit Marjorie, amusée. « C'est parfait, » s'exclama Jean-Hugues. « Au moins, on ne va pas encore passer 2 semaines dans des chambres d'hôtel luxueuses, aseptisées et sans âme. » Marjorie contourna sa mère, attrapa la poignée de la porte menant au salon, puis, avant de l'ouvrir doucement, lança à Viviane un sourire en coin. « Tu es prête ?» Marjorie savourait sa victoire. Le petit effet de surprise avait parfaitement fonctionné. Cette maison, elle l'avait cherchée pendant des heures. Ses réseaux habituels ne lui proposaient que des hôtels de luxe ou des villas paradisiaques avec piscine dans des destinations exotiques. Ses vacances, elle n'en voulait pas. Son père lui avait donné un budget dérisoire et un objectif, une espèce de leçon de vie de la part d'un père pas très présent depuis sa naissance. Elle savait très bien ce que son père cherchait à lui faire comprendre. À 28 ans, il était temps qu'elle prenne son envol, qu'elle trouve un emploi stable et quitte enfin le nid familial. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'avait nul besoin d'un emploi. Seul Christophe, son frère, connaissait la vérité. Grâce à ses activités sur les réseaux sociaux, Marjorie générait chaque mois une petite fortune en tant qu'influenceuse. Mais ses parents, trop déconnectés de ce monde numérique, n'y voyaient que du feu. Raison de plus pour profiter de la grande maison parisienne familiale, les repas toujours prêts, le linge propre, et même un peu d'argent de poche. Il lui suffisait de rester discrète, de ne jamais trop étaler son mode de vie en dehors du cocon familial. La seule et unique contrainte, c'était Christophe. Lui n'était pas déconnecté et connaissait les activités de sa sœur. Sans l'exprimer directement, il avait réussi à ce que Marjorie lui reverse l'argent qu'elle touchait de la part de ses parents pour acheter son silence. Viviane fut la première à franchir le seuil de la porte. Un peu plus à l'aise maintenant qu'elle savait que le choix de ce lieu insolite était volontaire et venait de sa fille. Le plafonnier, tout comme les spots de l'entrée, s'alluma automatiquement dès qu'elle avança. Une fois toute la famille réunie dans cette nouvelle pièce, le hall d'entrée replongea aussitôt dans l'obscurité. Il se trouvait maintenant dans ce qui semblait être le cœur de la maison, une vaste salle de séjour. Le grand salon, avec ses 2 canapés de velours usés par le temps, dégageait une atmosphère austère. La pièce était vaste, les meubles en bois massif, robustes et marqués par les générations, ajoutèrent à l'ambiance une touche vintage. Une imposante table en bois, déjà dressée avec des assiettes anciennes, des verres en cristal et des couverts en argent, occupait l'autre côté de la pièce. Le mélange de styles y était étonnamment harmonieux. Les meubles anciens cohabitaient avec des touches de modernité, des peintures géométriques et un ensemble multimédia complet. Jean-Hugues, sourire aux lèvres, déambulait dans la pièce, observant chaque détail avec une certaine nostalgie. Depuis des années, il rêvait de vacances plus traditionnelles, loin du paraître des stations balnéaires. Bien que la région lui était inconnue, l'atmosphère de cette maison le ramenait des décennies en arrière, à une époque plus simple, enfouie dans ses souvenirs lointains. Seul Christophe semblait complètement perdu. En ayant vu la destination sur le GPS, il imaginait arriver du côté de Lille ou Bruxelles, pas en pleine forêt, loin de la vie urbaine. Christophe, le cadet de la famille, amoureux de la vie urbaine, était à l'opposé de son père. Il menait une existence insouciante, addict aux plaisirs instantanés comme la nourriture en livraison quotidienne, les bières en terrasse,
les fringues hors de prix, et même la drogue en soirée. Le cadet de la famille était celui qui s'y impliquait le moins. Il était rarement à la maison, n'y passant que pour se laver, se changer, ou récupérer un peu d'argent. Christophe avait arrêté ses études après le baccalauréat. Depuis, il était en perpétuelle guerre avec son père. L'un désirait jouir de tous les plaisirs, l'autre souhaitait la stabilité sur le long terme. Quant à Viviane, elle avait abandonné l'idée d'inculquer quelque chose à son fils à force de vider ses poches pour laver son linge, ce qu'elle y trouvait. Elle s'en débarrassait vite avant que le père de famille ne tombe dessus. La famille se dispersa après la découverte du grand salon. Chacun prit la direction de l'étage pour se répartir les chambres et y déposer ses affaires. Jean-Hugues ouvrit la marche, valise en main, suivi de Christophe et Marjorie. Viviane, quant à elle, resta un instant immobile, regardant autour d'elle avec un mélange d'interrogation et de curiosité. Les escaliers en bois menant à l'étage grinçaient sous le poids des pas. Au fur et à mesure de la progression de la famille, les lumières semblaient les suivre, s'allumant de manière autonome. Pas un seul interrupteur en vue, ni dans le hall, ni sur les murs de la salle à manger ou du palier à l'étage. Ce système étrange perturbait Jean-Hugues, qui ne supportait pas de ne pas avoir le contrôle sur son environnement. « C'est quoi ce délire ?» s'exclama Christophe, en appuyant de façon compulsive sur le mur à la recherche d'un interrupteur invisible. « C'est moderne, vous voyez. C'est comme si la maison savait où on est. C'est pratique, non? Pas besoin de chercher les interrupteurs dans le noir, » plaisanta Marjorie. Arrivée dans sa chambre, Viviane déposa ses affaires sur le lit soigneusement fait. Les draps impeccables et la décoration simple et rustique lui plaisaient. Elle décida de redescendre à la cuisine pour commencer à préparer un repas simple. La route avait été longue et le repas du midi assez frugal. « Jean-Hugues, tu as descendu la glacière de la voiture. Je vais commencer à préparer le repas. » « Il me semble que Christophe l'a laissé dans l'entrée, » répondit Jean-Hugues légèrement agacé quand Viviane exigeait des réponses immédiates de sa part. Viviane redescendit vers la cuisine seule. Elle marmonna contrariée. « Cette maison, je ne comprends pas comment ça fonctionne, » soupira-t-elle. Arrivée dans le hall, Viviane balaya la pièce du regard, cherchant la glacière. Christophe avait encore fait l'impasse sur la doléance de son père. La glacière n'était nulle part. Agacée, mais résignée à éviter une énième dispute, elle soupira et se dirigea vers le placard où Jean-Hugues avait soigneusement accroché son manteau. Les clés de la voiture y étaient rangées, exactement comme elle s'y attendait, dans la poche intérieure gauche. Viviane sortit, seule dans la nuit désormais bien installée. La lune, haute dans le ciel, offrait une luminosité naturelle suffisante pour permettre à Viviane de se déplacer jusqu'à la voiture. Elle en ouvrit le coffre et peina à en extirper la glacière en plastique rigide qu'ils possédaient depuis leurs premières années de camping. Elle referma le coffre, jeta un regard autour d'elle. Les arbres se tenaient là, immobiles, noirs et oppressants sous la lumière froide de la lune. Avec la glacière sur l'épaule, elle se hâta de retourner vers la maison. La température avait chuté. Viviane observait le panache de vapeur qui sortait de sa bouche alors qu'elle soufflait dans l'effort. Sa marche fut interrompue alors qu'elle avançait vers la maison, observant les lumières allumées à l'étage. L'ombre de son mari déambulait dans la première chambre à droite. Elle savait que les enfants étaient installés dans les deux chambres à l'arrière, avec vue sur le jardin. Quelle était donc cette pièce à l'opposé de sa chambre et qui était également allumée?
Il devait s'agir de la salle de bain. La silhouette qui s'y déplaçait avait la corpulence de Marjorie. Lorsque la forme s'immobilisa, face à elle, la lumière vacilla un instant, puis s'éteignit. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, descendant le long de ses bras. Sa nuque se raidit. De plus en plus mal à l'aise dehors, elle baisa les yeux et tâcha de rentrer d'un pas vif et déterminé, certaine d'être troublée par cet environnement inhabituel. Viviane sursauta, en sentant la porte s'ouvrir brusquement sous sa main, déclenchant par là même occasion les lumières du hall d'entrée. Face à elle, Marjorie se tenait là, souriante, son bras tendu pour saisir la glacière. « Tu aurais dû me prévenir que tu partais à la voiture, je serais venu t'aider, » s'esclaffa Marjorie. « Eh oh, maman, tu m'écoutes ?» insista Marjorie, un sourire amusé aux lèvres. Viviane l'observait, la bouche entr'ouverte, tentant de rassembler ses pensées, troublée par la forme féminine qu'elle avait aperçue à l'étage quelques secondes plus tôt, et qui vraisemblablement n'était pas sa fille. Elle n'était pas certaine de ce qu'elle avait vu, ou plutôt aperçu. Marjorie était descendue plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Cela ne pouvait en être autrement. Marjorie aida sa mère à ranger les courses qui avaient été faites pour l'occasion et s'échappa assez rapidement, ne souhaitant pas mettre la main à la pâte pour la préparation du repas. La préparation du repas dura 1 heure, durant laquelle la mère de famille resta seule. Seule, avec cette étrange sensation d'avoir aperçu une forme féminine à l'étage qui n'était pas sa fille. Viviane tenta de rationaliser ce qu'elle avait vu, mettant l'apparition sur le compte de la fatigue accumulée durant la route et des tensions qui avaient ponctué le voyage. Lorsque la famille passa finalement à table, l'atmosphère, à la surprise de Viviane, s'avéra plutôt agréable. Marjorie et Christophe, d'ordinaire fermés et souvent distants, semblaient étrangement détendus. Ils semblaient un peu plus ouverts, en dehors de l'appartement habituel, et les discussions avaient porté sur une multitude de sujets assez loin des thématiques narcissiques habituelles. Les parents, et en particulier Viviane, savouraient ce moment rare où la famille semblait reconnectée. Pourtant, quelque chose clochait toujours en elle. Derrière les rires et la conversation animée, cette sensation d'étrangeté persistait, un malaise sourd, difficile à nommer. La chambre était plongée dans une semi-obscurité. La lune projetait une lumière pâle à travers les rideaux de dentelle, laissant des ombres étranges danser sur les murs et le sol. Jean-Hugues aimait se réveiller avec la lumière naturelle durant ses vacances. Il imposait donc naturellement cette habitude à son épouse, qui adorait l'obscurité. Dehors, le vent s'était levé, sifflant à travers les branches des arbres qui entouraient la maison. Malgré le chauffage qui fonctionnait dans la pièce, Viviane frissonnait. Une froideur inhabituelle enveloppait son corps. Elle tira la couverture plus haut sur ses épaules, mais celle-ci, trop légère, ne permettait pas à Viviane de se réchauffer. Allongée sur le ventre, les yeux ouverts, elle était attentive à chaque bruit, son cœur battant fort contre le matelas. La respiration lourde et régulière de Jean-Hugues, endormi à poings fermés à côté d'elle, n'avait pas l'effet hypnotique habituel. Ce fut non pas un simple frisson, mais un vrai tremblement qui secoua son corps entier. Viviane se recroquevilla légèrement sous la couverture. Son regard, fixe, était porté vers l'interstice sous la porte de la chambre. Un mince filet de lumière s'y infiltrait. Les lumières du couloir étaient allumées. Aucun bruit ni aucun son de pas traînant. Pas de porte qui grince, rien qui indiquait que l'un des enfants s'était levé pour aller aux toilettes. Elle ferma les yeux si fort que des taches blanches
apparurent devant ses paupières closes. Elle attendit, comptant les secondes, les muscles de son corps tendus au point de rompre. Quand enfin elle rouvrit les yeux, le couloir avait retrouvé son obscurité. La nuit se termina ainsi pour Viviane. Entrecoupée de légères siestes, la lumière s'était allumée 7 fois. Le lendemain matin, Viviane se réveilla avec de légères cernes et un mal de tête naissant, conséquence de sa mauvaise nuit. Jean-Hugues, frais et dispos comme à son habitude, insista pour que la famille parte explorer l'île, une ville qu'il ne connaissait pas, mais dont il avait entendu des échos par quelques collègues qui étaient venus en voir la braderie 3 semaines plus tôt. Malgré la fatigue accumulée, Viviane s'habilla sans broncher, espérant qu'une journée en dehors de la maison atténuerait le malaise persistant qu'elle ressentait. La visite de l'île fut agréable. Les ruelles pavées du Vieux-Lille et l'architecture flamande apportèrent un peu de chaleur à cette journée grise. Ils déjeunèrent dans un estaminet décoré de façon traditionnelle, véritable lieu de vie où l'on déjeunait en participant à la conversation de la table voisine, qu'on le veuille ou non. La chaleur humaine du lieu avait remplacé pendant quelque temps le crachin glaçant qui était tombé sur la ville pendant la fin de l'après-midi. Mais à mesure que le repas avançait, les tensions enfouies refirent surface. Jean-Hugues, toujours préoccupé par l'avenir de ses enfants, tenta subtilement de diriger la conversation vers leurs projets professionnels, surtout ceux de Christophe, qui n'avait aucun diplôme universitaire. Jean-Hugues enchaînait les questions et soupirait de désespoir à chaque réponse de son fils. Marjorie, quant à elle, resta silencieuse, écoutant son père et son frère d'un air absent, ses yeux rivés sur son téléphone. Christophe réprima un soupir, jetant un coup d'œil à sa mère pour obtenir un peu de soutien. Viviane, fatiguée, ne trouva pas la force de réagir. Le climat se tendit autour de la table, mais chacun fit des efforts pour maintenir une apparence de calme, conscients qu'ils étaient dans un lieu public. Ils finirent le repas dans un silence relatif, échangeant des banalités. Sur la route du retour, les visages étaient fermés. La pluie s'était mise à tomber violemment, créant une tension à l'intérieur de la voiture. L'agacement latent de Christophe éclata enfin. « Tu ne peux pas t'empêcher de contrôler nos vies, hein ?» lança-t-il d'un ton sec, brisant le silence. « Je t'encourage à réfléchir sérieusement à ce que tu veux faire. C'est tout, » répliqua Jean-Hugues. « Tu ne veux pas que je réfléchisse, tu veux me dicter ce que je dois faire, » répondit Christophe, sa voix trahissant une colère à peine contenue. Viviane, assise à l'avant, les traits tirés par l'épuisement, fixait la route déserte qui s'étendait devant eux. Elle se sentait accablée par la fatigue de la nuit passée, ses paupières lourdes et son esprit embrumé. Derrière elle, la conversation, ou plutôt la confrontation, montait en intensité. Jean-Hugues, les mains crispées sur le volant, serrait si fort que ses jointures en blanchissaient, et le crissement du cuir résonnait dans l'habitacle étroit. Chaque vibration de la route semblait amplifier le grondement de sa colère. Le père hurlait sur son fils en le fixant dans le rétroviseur. Christophe, insolent et provocateur, répondait en secouant frénétiquement le siège devant lui, sans même s'en rendre compte. La tension entre eux, palpable, vibrait dans l'air, menaçant d'exploser à tout moment. Viviane hurla de toutes ses forces, un cri déchirant qui figea l'instant, quand la voiture percuta une silhouette immobile sur le bord de la route de campagne. Jean-Hugues, surpris, freina d'un coup sec, mais trop tard. Le choc résonna, brutal et sourd. La voiture s'immobilisa dans un long dérapage sur la route boueuse et détrempée.
Le silence absolu tomba dans la voiture. Viviane tremblait, incapable de détourner les yeux de la route déserte, éclairée uniquement par les phares aveuglants de leur voiture. La campagne environnante était plongée dans le noir total. Pas un bruit, pas même celui du vent dans les arbres, rien. « Jean-Hugues !» murmura Viviane d'une voix brisée. Aucune réponse ne vint. Jean-Hugues la regardait, l'air absent, son âme dissimulée au fond de son être. De retour au gîte, regroupés à proximité de la voiture dans un cercle familial intimiste, les 4 membres de la famille Delecourt se faisaient face, sans se hurler dessus, chose rare. Viviane était blanche, nauséeuse, ses mains tremblotantes à hauteur de son ventre. Elle s'arrachait doucement les ongles, un geste inconscient pour tenter de maîtriser son anxiété. Jean-Hugues brisa le silence, avec une voix calme et posée. « Viviane, chérie, tu vas bien ?» demanda-t-il en lui lançant un regard chargé d'inquiétude. Viviane leva la tête, ses yeux rougis, emplis de larmes retenues, trahissaient l'état de détresse dans lequel elle se trouvait. « Non, je ne vais pas bien, Jean. Enfin, tu te rends compte de ce qu'il se passe ?» sanglota-t-elle, incapable de contenir ses émotions. Marjorie voulut poser sa main sur l'épaule de sa mère, mais celle-ci se dégagea brusquement. « Comment pouvez-vous être aussi calme après ce qu'on vient de vivre ?» cria-t-elle soudain, sa voix brisée par la panique. Christophe ajouta. « Maman, tu te fais trop de films, ça va passer, » dit Christophe en haussant les épaules, son ton presque condescendant. « C'est juste une dispute, ça arrive. » Viviane hocha la tête, incapable de croire ce qu'elle entendait. Comment pouvait-elle être aussi indifférente? Elle pleurait, ses larmes coulaient, sans qu'elle ne fasse d'effort pour les essuyer. La pression était trop forte. Elle craquait mais essayait de contenir ses émotions. L'ambiance était totalement anormale. Les autres étaient perplexes. Ils la regardèrent avec une inquiétude naissante dans leur regard. « Ce n'était pas juste un accident, » murmura-t-elle. « Il y avait une femme, une vraie personne. Et on est parti. On est parti sans même regarder si elle allait bien, » cria-t-elle, sa voix montant en intensité, tremblant sous l'émotion. « Une femme? De quoi parles-tu? Nous n'avons croisé personne, » lui affirma Jean-Hugues. « Comment peux-tu dire ça? Je l'ai vue, Jean. Je l'ai vue juste avant l'impact. Une silhouette. Et toi aussi, tu l'as vue, j'en suis certaine. » Un silence lourd suivit. Jean-Hugues ne répondit pas tout de suite, jetant un coup d'œil à Christophe, qui se contenta de hausser les épaules, une expression agacée sur le visage. Puis, Jean-Hugues soupira profondément avant de répondre, la voix posée. « Il n'y a pas eu d'impact. Tu as dormi durant tout le trajet. Tu étais fatigué, on l'était tous. Il n'y avait pas de femme au bord de la route, rien. » Viviane hésita. Avait-elle réellement rêvé tout cela? Tout lui semblait bien loin de l'imaginaire. Hésitante, elle fit le tour de la voiture. Aucune dégradation n'était apparente. Les phares étaient bien intacts, le pare-brise n'était pas étoilé. Marjorie accompagna sa mère à l'intérieur, pendant que Jean-Hugues attendait que Christophe termine la cigarette qu'il venait d'allumer, la lueur rougeoyante dansant faiblement dans le vent froid. À l'étage, Marjorie aida sa mère à se déshabiller, ses gestes doux et attentionnés, trahissant une inquiétude nouvelle. Elle remarqua que Viviane grelottait, malgré la chaleur ambiante de la chambre, nourrie toute la journée par les conduits de chaleur du poêle à bois en bas. La robe de nuit que Marjorie enfila sur le corps frêle de sa mère semblait à peine suffire à réchauffer Viviane, qui se glissa rapidement sous la couette. Marjorie lui caressait le front,
Les gestes de sa fille, empreints d'une tendresse protectrice, rappelèrent ceux que Viviane avait eus pour elle des décennies auparavant, lorsque les nuits d'enfance étaient encore peuplées de monstres imaginaires et de fièvres passagères. Viviane ferma les yeux quelques minutes, essayant de ne pas trop réfléchir. Le calme revenait peu à peu. Les palpitations qui la tourmentaient depuis une bonne heure se faisaient plus rares. Elle se laissa aller à ouvrir les yeux. Elle analysa son environnement, intimement persuadée que quelque chose venait de changer dans l'ambiance. Son regard fut attiré par un mouvement discret dans le coin de la pièce. Près de la porte du placard, le vieux fauteuil à bascule oscillait doucement, d'avant en arrière, à peine visible dans la pénombre. La silhouette se balançait en silence, d'un mouvement lent et régulier. Viviane entendit un grincement presque imperceptible. Les lames de parquet grinçaient au pied du fauteuil, tandis que la forme se levait doucement. Viviane remonta le drap protecteur sur son visage, se réfugiant derrière cette mince barrière de tissu, comme une enfant terrifiée par le noir, et ferma les yeux si fort qu'ils étaient proches de l'implosion. Une pression glaciale se posa sur le sommet de son crâne. À travers le tissu, la main était là. Une voix féminine mais rocailleuse lui chuchota tout en maintenant une pression sur la tête. « Ils m'ont tué, ils m'ont volé ma vie, ils m'ont caché, on m'a oublié. » Viviane voulait hurler, mais la main glaciale lui écrasait la bouche et le nez l'empêchant de respirer. La nuit s'abattit sur son esprit. Elle perdit connaissance. Elle ouvrit les yeux quelques heures plus tard, quand le jour perçait par la fenêtre et que les coqs alentour sonnaient l'aube. Jean-Hugues était dans le lit à sa place. Il ronflait d'un air paisible. Viviane était perdue. La folie était-elle parvenue à l'atteindre, ou ses apparitions étaient réelles? Son esprit était saturé de pensées sombres. Depuis l'arrivée au gîte, l'angoisse était bloquée entre son ventre et sa poitrine, l'empêchant tantôt de marcher, tantôt de respirer. Viviane se leva et fit ce qui lui permettait de réfléchir le moins possible, s'occuper de sa famille. La femme au foyer prépara un petit déjeuner à l'anglaise, œufs au plat, saucisses, tomates au four, café, jus d'orange. L'odeur montante dans les chambres sembla réveiller les occupants de l'étage qui descendirent ensemble. Viviane les attendait de pied ferme. Elle s'était donné du mal et voulait les surprendre. Elle espérait surtout un petit déjeuner familial sous le coup de la bonne humeur. Jean-Hugues entra en premier, bâillant encore, ses cheveux en bataille. Viviane, les mains jointes devant elle, leur adressa un sourire légèrement tremblant. La famille s'assit en silence, autour de la table dressée avec soin, chacun lançant à Viviane des regards incertains, hésitant entre jouer le jeu d'un petit déjeuner paisible et affronter la vérité de cette nuit troublée qui semblait lui avoir échappé. Alors, bien dormi, demanda-t-elle d'un ton qu'elle espérait enjouer. Marjorie, nerveuse, posa doucement sa tasse de café, cherchant ses mots pour approcher le sujet sans effrayer sa mère. Elle inspira profondément avant de lancer, d'une voix douce mais tendue. « Maman, hier soir, tu as eu un moment étrange. C'était comme si, enfin, tu semblais ne plus être toi. » Viviane la fixait, les sourcils froncés, décontenancée. Avant que Marjorie ne puisse poursuivre, Jean-Hugues intervint, l'air agacé. « Viviane, dis-moi franchement, est-ce que tu as pris l'habitude de boire un peu en cachette ?» Viviane écarquilla les yeux, abasourdie, puis se redressa sur sa chaise, outrée. « Qu'est-ce que tu insinues, Jean-Hugues? Boire en cachette? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend de me poser une question pareille? Je n'ai jamais eu besoin de me cacher pour quoi que ce soit. »
Elle les regarda tour à tour, scrutant leur visage, cherchant un indice qui pourrait lui expliquer ce qui semblait leur passer par la tête. Le silence de Marjorie et le regard fuyant de Christophe n'avaient pour effet que de renforcer la confusion et l'angoisse qui l'envahissait peu à peu. Jean-Hugues soupira, cherchant visiblement les mots avant de poser sa main sur la table, comme pour l'ancrer dans le moment. « Viviane, cette nuit, tu as eu ce qui ressemblait à des terreurs nocturnes. On n'a pas su quoi faire. Tu hurlais, enfin, tu criais de temps en temps, les yeux ouverts. C'était comme si tu étais éveillé mais dans un cauchemar. » Viviane écarquilla les yeux, choquée. Sa bouche s'entr'ouvrit sans qu'aucun son ne puisse sortir. Elle tentait de saisir le sens des mots, mais ils glissaient comme du sable. Elle n'arrivait pas à aligner cette scène de panique nocturne avec ce qu'elle ressentait ce matin, le calme trompeur de la maison, la routine du petit déjeuner. Son mari ajouta « Si je te demande si tu bois en cachette, c'est que l'on ne comprenait pas vraiment les phrases que tu essayais de faire. » dit-il en souriant. Christophe pouffa. « Maman, c'était grave bien. Tu ressemblais à certains de mes potes en soirée. J'ai bien bu quelques verres au restaurant, et c'est possible que cela ait interagi avec un cachet que j'ai pris pour un début de migraine au restaurant. » Viviane s'énerva. En même temps, si on pouvait passer un moment sans dispute, sans règlement de compte ou de reproches, de provocation, j'aurais peut-être moins besoin de ces fichues pilules qui m'empêchent de tout envoyer valser par moments. « Ce n'est pas la question, Viviane, » tenta de reprendre Jean-Hugues plus doucement. « On ne dit pas ça pour te blâmer, on est juste inquiet, tu comprends. » Viviane sentit une vague de frustration monter. Elle fixait les visages autour d'elle, où elle ne lisait ni compréhension ni soutien, seulement une sorte d'incrédulité teintée de pitié. « Inquiet? Vous pensez vraiment que c'est moi le problème ici ?» siffla-t-elle, les mains tremblantes sur la table. Jean-Hugues leva sa tasse de café en signe de trêve et lança le ton rassurant. « Écoutez, on s'est tous un peu laissé emporter. Mais si on fait un pacte pour laisser tout ça de côté et profiter, on peut encore passer de bonnes vacances. » Marjorie posa la main sur celle de sa mère, un sourire encourageant aux lèvres. « Ça me va, » annonça-t-elle, le regard décidé. « Pas de dispute, pas de reproche, juste nous quatre, comme une vraie pause, » ajouta-t-elle en cherchant le regard de son frère. Christophe, avec un soupir exagéré, leva ses mains en signe de reddition. « D'accord, d'accord, je marche pour maman. Promis, je ferai des efforts. » Le silence lourd de tension s'était dissipé et la famille partagea finalement un petit déjeuner où les sourires étaient sincères et la conversation légère. Pour la première fois depuis leur arrivée, l'atmosphère semblait s'adoucir autour de la table, offrant à Viviane un semblant de répit. L'angoisse se faisait discrète, mais n'avait pas totalement disparu. Après le petit déjeuner, toute la famille s'attela à débarrasser la table, un échange de gestes et de regards marquant une certaine complicité éphémère retrouvée. Les assiettes empilées, les tasses encore tièdes et les miettes balayées, ils entendèrent presque la maison respirer d'un même soulagement. Christophe se chargeait de porter les plats dans la cuisine, tandis que Marjorie rassemblait les verres, et Viviane essuyait la table d'un geste minutieux. Jean-Hugues, lui, s'amusait à regarder tout le monde s'animer autour de lui, et dans la bonne humeur, et plus important, grâce à son intervention. Soudain, un bruit de moteur brisa la tranquillité. Dehors, une voiture se gara face à la fenêtre de la cuisine, et un couple d'âge mûr descendit. Ils étaient souriants, bien apprêtés,
dégageant une politesse un peu trop appuyée. Coutume locale ou non, la famille fut surprise de les voir entrer dans la maison sans attendre qu'on vienne les y autoriser. Le malaise se brisa rapidement après qu'ils se présentèrent, les propriétaires, venus souhaiter la bienvenue. Viviane, jouant avec un vieux ticket de métro roulé entre ses doigts, les observait. Elle ressentit soudainement un inexplicable sentiment de malaise. Alors que Jean-Hugues engageait la conversation, elle se sentit frissonner. Ils échangèrent des banalités, les lieux à visiter, les bons restaurants locaux, les balades à faire autour des bois. Pourtant, Viviane ne pouvait se défaire d'une impression troublante. Elle avait l'impression d'avoir déjà vu leur visage quelque part. Mais où? Leur regard insistant et leur sourire figé lui donnèrent l'impression d'être observés d'un peu trop près, comme si un secret commun pesait sur leur rencontre. Elle restait polie, répondait aux questions, mais en elle, l'inconfort ne faisait qu'augmenter. Viviane sentit de légères gouttes de sueur perler au sommet de son front. Sa vision périphérique diminua légèrement et elle concentra toute son énergie afin de ne pas faire un malaise. Dans le coin de la salle à manger, derrière le couple de septuagénaires qui discutait avec Jean-Hugues devant Christophe et Marjorie qui bâillait, elle était là. L'ombre de la veille se dressait devant elle. Ses traits étaient bien mieux visibles en plein jour. Ses vêtements étaient en lambeaux, déchiquetés en bandes sales et parsemés de taches de sang brun et sec. Les lambeaux pédèrent autour de son corps mince, à peine dissimulant sa peau marquée par le temps et la violence du passé. Son visage, ravagé par des blessures profondes, semblait figé dans une douleur silencieuse. Une large coupure barrait sa joue gauche, s'étendant jusqu'à l'arcade, laissant entrevoir les bords d'une plaie mal cicatrisée. Son œil droit était enflé et couvert d'un hématome violacé qui déformait ses traits. De petits éclats de verre s'étaient incrustés près de son front et de ses tempes, rendant sa peau ruisselante de fines traînées de sang séché. D'un geste lent et sinistre, la vieille femme leva le bras. Ses doigts, ridés et tremblants, s'étendirent vers le couple de propriétaires qui, à quelques pas d'eux, échangeait des banalités avec son mari. L'ombre chuchota assez fort pour que tous l'entendent. « Ah, meurtrier !» Hormis Viviane, personne ne frissonna. La mère de famille fit usage de toute l'énergie dont elle disposait. Il ne fallait pas tomber, il ne fallait pas montrer à sa famille que la crise nocturne recommençait déjà. Elle proposa alors un café avec un sourire aimable au couple de propriétaires qui acquiesça immédiatement. Une porte de sortie vers la cuisine, afin d'éviter cette silhouette spectrale et sinistre qui ne voulait pas disparaître, le bras toujours tendu vers les deux anciens. Dans la cuisine, elle sursauta. Le spectre était présent de l'autre côté de l'îlot central qui monopolisait l'espace de la pièce. Ne voulant pas reculer à nouveau, elle prit son courage à deux mains et décida d'affronter sa peur, de combattre cette hallucination et enfin de commencer à profiter des vacances. Elle s'approcha de la table, regardant cette femme à la peau arrachée dans les yeux, sans fléchir. Elle posa ses deux mains à plat sur le carrelage froid de la table et demanda « Que me voulez-vous » Viviane sortit de la cuisine quelques minutes plus tard. Les propriétaires du logement terminaient la conversation avec Jean-Hugues. Il riait, plaisantait avec son mari. Elle savait que ces personnes cachaient quelque chose dès la minute où elle les avait vus. Marjorie et Christophe scrollaient sur leur smartphone dans un état semi-végétatif. Viviane sentit la colère monter dans son ventre. Elle n'avait que rarement ressenti des émotions avec autant d'intensité.
La rage lui rongeait l'esprit. Sa vision se rétracta légèrement sur les côtés. Elle était focalisée sur le couple. Plus il riait, plus la rage montait. Elle s'avança vers le couple doucement, tentant de se contrôler, de ne pas laisser transparaître sa colère. Jean-Hugues vit arriver son épouse par derrière, la vieille femme qui plaisantant avec lui depuis une bonne demi-heure maintenant. À l'approche de Viviane, la femme grimaça et sans souffle tenta de parler à son mari. Les mots ne sortaient pas de sa bouche, ils restaient bloqués dans sa gorge. Ses yeux exorbités semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Elle glissa, lentement, ses mains posées sur les épaules de son mari, n'avant pas la force de retenir son corps trop lourd pour ses vieux muscles. Alors que la propriétaire s'affaissa sur elle-même, son mari, lui, partit en avant, propulsé par les bras de son épouse, agrippés à ses épaules. Quand le couple fut à terre, Jean-Hugues vit son épouse, le regard vide, un filet de sang coulait par la commissure de ses lèvres. Viviane se mordait la langue et l'intérieur des joues. Ce n'est pas ce qui frappa le plus son. Époux, la lame d'une vingtaine de centimètres, maculée de sang qui perlait doucement sur l'acier, que Viviane tenait dans la main le pétrifia. Marjorie et Christophe se levèrent du canapé, où ils nourrissaient leurs esprits de contenus numériques inutiles. La vieille propriétaire était au sol, la bouche ouverte, les yeux fixant le néant. La vie avait quitté son corps si vite que personne n'avait même tenté de la secourir. La lame était passée entre deux côtes dans le dos pour perforer le cœur de part en part. Le mari de la vieille femme, Édouard, comme il s'était présenté à Jean-Hugues, regardait son épouse dans l'incompréhension la plus totale. Il leva les yeux vers Viviane durant quelques secondes, mais celle-ci ne bougeait pas, couteau toujours à la main. Édouard détourna son regard vers Jean-Hugues. Les deux hommes se fixèrent durant quelques secondes. Dans l'esprit du chef de famille, les informations circulaient à la vitesse de la lumière. Il cherchait la bonne façon de réagir, et dans la cohue des solutions qui s'offraient à lui, une seule était envisageable, pas éthique, pas juste, mais la seule à pouvoir sauver sa famille de ce drame né quelques secondes auparavant. Jean-Hugues détourna son regard vers Christophe, qui comprit immédiatement le fond de la pensée de son père. Édouard, à peine relevé de la chute imposée par son épouse, ne comprit que trop tard de ce qu'il se passait quand Christophe lui attrapa le bras d'une poigne ferme. La force brute du jeune homme, décuplée par l'adrénaline, propulsa le vieil homme au sol une nouvelle fois, le plaquant contre le parquet avec une violence désinvolte. « Christophe, arrête !» hurla Marjorie, retrouvant enfin sa voix. « Non, il est trop tard, on n'a pas le choix », rétorqua Jean-Hugues d'une voix brisée mais déterminée. Viviane, toujours immobile, observait la scène à travers un voile de confusion. Elle sentait son esprit confus, comme si elle assistait à tout cela depuis un point éloigné, incapable d'intervenir ou de comprendre ce qui l'avait mené ici. Le filet de sang, sur sa lèvre, s'épaississait, alors qu'elle mordait plus fort encore l'intérieur de ses joues, inconsciente de sa propre douleur. Édouard se débattit faiblement sous le corps vigoureux de Christophe, mais l'âge et la panique l'avaient affaibli. Les sanglots étouffés qu'il émit furent comme des coups de poignard dans l'air tendu de la pièce. Jean-Hugues fit un pas vers Viviane, et, doucement mais fermement, il lui saisit la main qui tenait la lame. « Donne-moi ça, Viviane », murmura-t-il, sa voix éraillée. Elle baissa lentement les yeux vers lui, son regard se troublant, comme si elle voyait enfin la scène pour la première fois. Sa main lâcha le couteau,
qui tomba avec un bruit sourd sur le sol, maculant encore un peu plus le tapis de pourpre. Assise sur le canapé, Viviane resta immobile de longues minutes, les mains nouées sur les genoux, les yeux déversant des flots de larmes. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se dérouler dans cette maison. Elle regardait son fils et son mari, ligotant le propriétaire sur une chaise dans un élan de complicité retrouvée. Marjorie, assise sur le canapé, à côté d'elle, lui parlait sans cesse. Viviane n'entendait boutis rien hormis le brouhaha engendré par sa fille, mêlé à une vague d'acouphènes inondant ses oreilles. Son esprit était en surchauffe, mais elle n'arrivait pas à extérioriser son angoisse. Marjorie, exaspérée par l'absence de réaction de sa mère, se leva avec un soupir nerveux et rejoignit les deux hommes. « Papa, Christophe, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Réfléchissez à ce que vous faites, bon sang. Ce n'est pas nous, ça. Ligoter un homme comme ça, c'est complètement insensé. » Ce qui est insensé, Marjorie, c'est ce qu'il vient de se passer. On ne peut pas laisser cet homme partir, tu comprends. Mais il faut appeler la police, les secours, quelqu'un. On peut encore réparer ça, avant qu'il soit trop tard. Réparer quoi? Tu crois qu'on peut juste dire « Désolé, c'était un malentendu ?» T'as vu ce qu'il s'est passé, maman a planté la vieille. Toi, la ferme, tu ne comprends rien. C'est notre vie que vous êtes en train de foutre en l'air avec ces conneries. Jean-Hugues haussa le ton, décidé à éteindre l'incendie naissant. Cet homme sait ce qu'il a vu, il va tout raconter. Tu veux que ta mère finisse en prison. Je préfère vivre avec ça sur la conscience. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de la situation. C'est quoi l'étape d'après? Christophe se figea soudainement. Il observait Viviane, inquiet. « Maman !» Viviane tremblait sur le canapé, raide comme un piquet de fer. Son corps vibrait de toutes parts. Ses yeux révulsés ne laissaient apparaître que le blanc, et une mousse jaunâtre sortait de sa bouche et de ses narines. Lorsqu'elle perdit connaissance, son corps entier se relâcha, s'apaisa. Ses mains, auparavant tétanisées, se relâchèrent en laissant glisser sur le sol un ticket de métro parisien rose pâle, roulé sur lui-même et usé par les manipulations nerveuses de Viviane. Christophe, les mains tremblantes, fixait le ticket de métro sur le sol. Il comprenait soudainement l'origine du comportement de sa mère, et son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Le ticket, il le connaissait. Ce bout de papier synthétique imbibé d'une drogue expérimentale circulait dans certaines soirées clandestines qu'il fréquentait en cachette. Il l'avait glissé dans la poche de sa veste sans réfléchir, pensant le jeter plus tard. Viviane avait dû tomber par hasard dessus en vidant ses poches. Sa mère l'avait tellement trituré par nervosité que la substance avait réussi à être suffisamment abondante pour passer par les pores de sa peau et se mettre à circuler en masse dans son système sanguin. Oh non, 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 merde. Jean-Hugues fit le rapprochement entre le ticket et le comportement de son fils. « Christophe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ta mère a laissé tomber ?»« J'en sais rien. C'est peut-être un truc qu'elle a trouvé par terre. Ou... » Jean-Hugues ne laissa pas son fils s'échapper de cette conversation. « Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que je sais pas. » « Christophe, t'es pas clair, » répliqua Marjorie. « Tu sais exactement ce qu'il se passe. » « Ok, peut-être que ça vient de ma veste, mais c'est rien, juste un vieux ticket. »« Rien? Pourquoi hurles-tu des jurons dans ce cas ?» lui demanda son père. « Papa, arrête, j'ai pas fait exprès. C'était pas censé. Je veux dire, je savais pas qu'elle allait... » Il s'interrompit, conscient qu'il en avait trop dit. Jean-Hugues et Marjorie se regardèrent,
leur visage se chargeant d'une tension palpable. « Tu vas tout m'expliquer, maintenant », ordonna le chef de famille. Ils étaient assis dans le salon. Jean-Hugues trônait dans le fauteuil club usé en chef de famille, face à ses 2 enfants, affalés dans le canapé de tissu. Marjorie se rongeait frénétiquement les ongles. Christophe, lui, le poids des événements pesant sur ses épaules, restait muet. Le trio avait envoyé Viviane se reposer dans sa chambre, après lui avoir préparé un thé saupoudré d'un demi-comprimé de somnifère. Marjorie fixait son père avec intensité, mais le chef de famille, sentant les regards de sa fille, préférait réfléchir en fixant le tapis au sol. L'aînée ne put résister très longtemps. Elle brisa la glace sans ménager son père. « Papa, tu dois être raisonnable. Nous devons détacher cet homme, appeler les secours, expliquer la situation avec le plus d'honnêteté possible. C'est impossible de faire autrement, sinon nous allons finir en prison tous ensemble. Non, non et non. Je te le répète une dernière fois. Si on agit ainsi, il en est fini de ma carrière. Je ne peux me permettre que ta mère soit impliquée dans une sordide histoire de meurtre. Ta carrière, tu n'as toujours eu que ce mot à la bouche. Ton ambition a toujours été plus importante que tes propres enfants, ironisa Marjorie. Et tu penses que ça n'affectera pas tes petites affaires sur Internet ? Lui renvoya Jean-Hugues en souriant en coin. Marjorie ne lui répondit pas. « Et toi, Christophe, tu comptes rester là comme une plante. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment, » clama son père. « On dit la vérité, c'est ma faute, je l'assumerai. La vérité. Tu crois vraiment que la vérité va nous sauver? Ce type est au sol, parce que ta mère a poignardé sa femme. La police ne cherchera pas à comprendre. » Marjorie se leva d'un bond, visiblement à bout. « Mais justement, si on ne dit rien, ça sera pire. Ils verront qu'on a essayé de cacher les choses. » Jean-Hugues claqua le bras sur son fauteuil, coupant court. « Il n'y aura pas de discussion. Je gère cette affaire. Point final. » Un lourd silence s'installa. Marjorie, qui s'était levée, furieuse, se laissa retomber sur le canapé. Christophe, lui, ne bougeait pas, ses mains crispées sur ses genoux. Jean-Hugues reprit, la voix plus posée. « Écoutez, je fais ça pour protéger votre mère. Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. » Marjorie abandonna et se jeta en arrière, écrasant son dos dans le canapé. Son père comprit qu'il avait gagné et qu'il serait celui qui dicterait la conduite à tenir. La nuit fut longue. La vieille propriétaire fut enroulée dans diverses couvertures trouvées sur place. Christophe la déplaça avec difficulté dans le coffre du 4x4 des anciens, qui avait été déplacé à l'arrière de la maison pour plus de discrétion. Marjorie refusa strictement d'apporter de l'aide à son frère. Des disputes avec Jean-Hugues éclatèrent encore à plusieurs reprises tout au long de la nuit. Marjorie, quant à elle, épongea le sang dans le salon. Elle dut frotter longuement avant de constater que le sang s'effaçait petit à petit. Le simple fait de regarder sous ses ongles lui provoquait des hauts le cœur. Ce vernis ferreux morbide peinait à disparaître. Malgré le travail acharné des enfants cette nuit-là, Jean-Hugues, lui, n'avait pas avancé sur sa tâche. Il s'était approprié la mission la plus complexe, mais ne savait s'il réussirait à assassiner un homme pendant que Viviane, qui avait tué son épouse, dormait paisiblement dans une chambre à l'étage. Le trio avait bien acté qu'il n'était pas possible de relâcher le vieil homme. La police interpellerait Viviane dans les heures qui suivraient. Jean-Hugues ferma les yeux, serra le manche du marteau qu'il avait trouvé dans l'établi de toutes ses forces et l'abattit avec autant de rage que possible. Un seul coup,
C'est tout ce qu'il arriverait à faire. C'est dans cet élan de violence que tout devait se régler. Partie 2. 3 mois plus tard. Jean-Hugues, assis à son bureau, souffla longuement. Il alluma son ordinateur et attendit que celui-ci ne daigne le laisser consulter son planning de la journée. Les derniers mois avaient été difficiles. Le week-end familial s'était avéré être une véritable catastrophe. Le chemin avait été très difficile pour l'ensemble de la famille et n'avait en aucun point rapproché les individus. Christophe consommait ouvertement de la drogue de façon quotidienne. Marjorie sombrait petit à petit dans la dépression, et Viviane séjournait en maison de repos suite à une overdose involontaire camouflée en tentative de suicide. Depuis le séjour, son épouse naviguait dans la brume, dans un semi-état de catatonie. Il n'allait plus la voir à l'institut où elle résidait. Jean-Hugues ne voyait aucun intérêt à perdre son temps, à observer son épouse amorphe, la bave coulant aux commissures des lèvres. Elle ne parlait plus, ne bougeait plus, et se faisait dessus en permanence. Les médecins associaient cet état à sa soi-disant surdose de drogue et à un choc psychologique important. Tous les éléments étaient en présent, hormis le choc psychologique qui ne serait jamais révélé au corps médical. Le bruit sourd des coups sur la porte sortit Jean-Hugues de ses pensées. Le martèlement résonna à nouveau, plus insistant. Il inspira profondément, ajusta sa cravate par automatisme et se leva pour aller ouvrir. Derrière la porte, Christine, sa secrétaire, était accompagnée d'une femme d'une quarantaine d'années. Son tailleur crème semblait neuf, parfaitement ajusté pour souligner une silhouette élancée. Ses cheveux au burn étaient coiffés avec une rigueur sans faille. Pas une mèche rebelle n'osait s'aventurer. Jean-Hugues était figé comme un arbre en plein hiver. Cette femme avait quelque chose qui provoquait chez lui un sentiment étrange. Son charme naturel lui plut instantanément. Monsieur Delecourt, Madame Caron, pour son entretien de 10h30, lui annonça la secrétaire blasée. Jean-Hugues fut saisi intérieurement. Il avait erré près de 30 minutes dans les méandres de ses pensées. Perdu, seul assis derrière son bureau, les mains posées sur le bois froid, lisse. « Oui, bien sûr, Madame Caron, entrez et asseyez-vous, » répondit-il en s'écartant légèrement pour lui laisser le passage, en tendant le bras vers son bureau. Avec une habitude assumée, Jean-Hugues et son invité s'assirent à leurs places respectives. Christine, la secrétaire, les observa un instant, jaugeant la scène avec une indifférence professionnelle, avant de s'éclipser dans le couloir, sans un mot de plus. « Bonjour, Madame Caron. Je vous présente mes excuses par avance. Je dois admettre que je n'ai pas réellement préparé cet entretien, » dit-il avec un sourire forcé. « Vous êtes ici pour le poste de responsable du laboratoire qui ouvrira dans la nouvelle aile en construction, n'est-ce pas ?»« C'est bien cela, » répondit-elle. Elle avait répondu avec une voix différente. Son timbre était suave, légèrement plus dur que quelques minutes auparavant. Son visage laissait transparaître un sourire léger qui pourrait ne pas être visible à celui qui ne sait pas observer. Jean-Hugues ne réagissant pas, Anaïs Caron enchaîna afin de ne pas laisser des passages à vide malaisants. « Monsieur Delecourt, si vous le souhaitez, je peux vous présenter mon parcours. » Jean-Hugues ne répondit pas immédiatement, et tout naturellement, il lui fit un grand sourire, l'œil malin. Anaïs enchaîna, sans attendre son consentement, et le directeur des ressources humaines but ses paroles pendant 30 minutes, qui lui en parurent 5. À la fin de l'entretien, il la raccompagna jusqu'à l'accueil des bureaux,
où il s'assura qu'elle récupère bien sa pièce d'identité, la salua poliment et la regarda regagner le parking bétonné non loin. Il avait déjà pris sa décision. La nouvelle responsable de la section de recherche, en construction, était toute trouvée. De plus, il avait réussi à récolter un dîner avec sa future employée le soir même. Éthiquement, c'était discutable. Mais Jean-Hugues lui avait déjà donné une promesse d'embauche. Et Anaïs ne faisait pas encore partie de l'entreprise. Il était donc tout à fait possible de dîner sans éventuelles accusations de la part de ses collaborateurs. Il fut étonné au premier abord. Sa future employée l'avait convié chez elle. Déterminée, elle l'avait abandonné sur la fin de l'entretien, avec quelques sous-entendus charnels. Personne ne l'attendait au domicile familial. Il avait pris l'habitude de rentrer de sa journée sans personne pour l'accueillir et s'inquiétait du déroulement de ses activités. Marjorie ne sortait que trop rarement de sa chambre. Le rythme de ses activités numériques s'était légèrement réduit, tout comme son train de vie, devenu sommaire à base de déplacements, entre sa chambre, la cuisine et la salle de bain. Des repas sommaires arrosés de vin et de Xanax. Christophe, lui, à l'instar de sa sœur, passait son temps le plus loin possible du domicile. Il existait au travers d'une routine sombre, de soirées en club, d'after chez des inconnus, d'after dans des squats, où il s'écroulait pour recommencer, encore et encore, jusqu'à être totalement épuisé pour revenir en rampant, quelques jours au domicile, se reposer. Ces retours exacerbaient Jean-Hugues, qui ne lui refusait pourtant pas l'argent, qu'il quémandait pour migrer à nouveau quelques jours. Le patriarche était content de voir son fils quitter les lieux, déçu par son comportement à la suite du week-end familial. Christophe s'était pourtant montré très utile, mature. Il avait suivi son père dans ses décisions sans les remettre en question, tout l'inverse de sa sœur. Il avait fini par chanceler, trop faible de caractère pour assumer les conséquences des idées de son père. Jean-Hugues avait effectué le travail seul. La seule raison pour laquelle ses enfants n'avaient reparlé du week-end à personne restait leur implication individuelle. Jean-Hugues prit une demi-heure à se préparer. Émoustillé par la soirée à venir, les dernières sensations de ce genre ressenties dataient d'au moins une décennie. Rasé de près, parfumé, il quitta le domicile sans aucune pensée envers ses enfants. Le trajet jusqu'à chez sa nouvelle recrue fut l'occasion pour ses vieux souvenirs, avec Viviane, de remonter à la surface. La routine, le travail, les enfants avaient anesthésié leurs sentiments avec douceur, laissant place à une vie de colocataire sur les dernières années. Il ne s'agissait même plus d'un duo ni d'une équipe. Sans enfants, à élever les deux parents vivaient le quotidien presque chacun de leur côté, se réunissant parfois le soir pour le dîner. Jean-Hugues prit sa voiture pour se rendre chez Anaïs directement. Le message était clair, pas de rencontre en public, afin de ne pas mettre en danger la réputation de chacun dans l'hypocrite monde professionnel. Il arriva devant un immeuble classique, lisse, une harmonie de béton et d'aluminium, assez simple. Pas de digicode, pas de portique. Il monta directement à l'étage indiqué sur le post-it griffonné par Anaïs lors de l'entretien d'embauche. Devant la porte d'entrée, Jean-Hugues, fidèle à son caractère, frappa du poing 3 coups puissants qui ressonnèrent dans tout le couloir de l'étage. Anaïs ouvrit la porte, contrairement à l'entretien d'embauche, où elle s'était présentée dans un tailleur féminin. Elle portait une jupe courte qui laissait apparaître ses cuisses musclées sous des opaques collants noirs. Elle portait un chemisier blanc qui lui laissait transparaître de la lingerie de dentelle noire en dessous. Jean-Hugues fit le tour du salon
alors que son employé s'était éclipsé après lui avoir retiré son manteau. La légère sensation de domination que ressentait le directeur lui plaisait bien trop. Les codes à l'ancienne étaient respectés, sa supériorité affirmée. L'appartement était impeccable, la décoration sobre, une légère odeur flottait dans l'air. Des souvenirs remontèrent des profondeurs de sa mémoire. Des moments oubliés de son enfance, réveillés par les odeurs d'un bœuf bourguignon mijotant depuis plusieurs heures. Une main se posa sur son épaule. Derrière lui, Anaïs Caron l'avait rejoint dans le salon, avec 2 verres de vin rouge qu'elle tenait d'une main de maître en équilibre entre ses doigts. Jean-Hugues attrapa le verre qu'elle lui tenait. Ils trinquèrent et burent la première gorgée d'un excellent vin sans se quitter du regard. Le patron était comblé. Aucune pensée pour son épouse ou ses enfants ne venait contraindre ce moment de pur plaisir. La séduction le comblait énormément depuis sa position dominante. Acceptant l'invitation, il prit place dans un ancien fauteuil club au cuir usé. Anaïs, devant lui, sourire carnassier aux lèvres, commença à danser face à son invité dans de longs mouvements de jambes et de hanches. Jean-Hugues n'avait pas vécu pareille situation depuis des décennies. Il se demanda même s'il avait ressenti autant de désir qu'à ce moment. Le plaisir montait en symbiose avec les mouvements d'Anaïs qui intensifiaient sa parade langoureuse. Jean-Hugues se sentit absorbé par le moment intense qu'il vivait. Des fourmillements remontaient de l'extrémité de ses doigts. Son cœur cognait fort dans sa poitrine. Il se sentait vivant. Anaïs s'approcha doucement et posa son pied entre ses cuisses. Jean-Hugues contemplait sa jambe, musclée, parfaite. Quand il tenta d'échanger à nouveau un regard provocateur avec son employé, il fut surpris. Le regard avait changé. Il était passé de séducteur à satisfait. Anaïs ne se déhanchait plus. Elle scrutait son employeur, dans l'attente, sourire machiavélique peignant son visage. Jean-Hugues fut saisi d'une bouffée de chaleur qui remontait depuis sa poitrine. La sueur perlait depuis son front, et il n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Doucement, sa vision se mit à rétrécir. Un voile brumeux se posa sur Anaïs. Il n'eut d'autre choix que d'accepter de disparaître dans les limbes. Partie 3. Jean-Hugues sortit doucement de la torpeur dans laquelle il avait basculé quelques heures auparavant. Il avait sombré dans un mélange d'hypnose et de cauchemar. Il avait entendu Anaïs lui parler, alors qu'il était à peine capable de respirer. Les lumières me vacillaient devant ses yeux cotonneux. Sa vision se stabilisait lentement. Attendant le retour net de sa vision, il analysait la situation. Assis sur une chaise, ses mains étaient entravées dans son dos, à l'air de ces colliers de plastique utilisés par la police. Au-delà de la vue, c'est un autre sens qui lui apporta un peu d'aide. L'odeur du lieu lui était légèrement familière. Une odeur de renfermé qui masquait légèrement l'odeur des conifères de l'extérieur. Il avait passé trop de mauvais souvenirs dans cette maison pour ne pas se rappeler l'odeur qui avait marqué son esprit pour toujours. L'odeur nauséabonde de cette demeure nordiste, cauchemardesque. Sa vision se fit plus nette et les larmes qui coulèrent vinrent la flouter à nouveau. Ses 2 enfants étaient assoupis de ses côtés, chacun attaché à sa chaise. Face à lui, Anaïs Caron souriait. « Bonjour, Jean-Hugues » laissa échapper Anaïs sur un ton condescendant. « Anaïs, mais que faites-vous? Quel est cet endroit? Ne jouez pas à cela avec moi, monsieur Delécourt. Je sais que vous êtes venu ici il y a quelques mois. Je sais que votre week-end a été écourté. Je sais que vous êtes parti bien avant la date de retour prévue. Je sais tout cela, car voyez-vous, ici, c'est chez moi. »
Elle avait prononcé la dernière phrase en s'appuyant lourdement sur les barreaux de la chaise, tout en plaçant son visage à quelques centimètres du sien. Le patriarche regarda la jeune femme s'éloigner. Il se trouvait dans la salle à manger. Les larmes coulèrent de ses yeux lorsqu'il tourna la tête de gauche à droite. Là, à côté de lui, sa famille entière, brisée, captive. Viviane, sa robe froissée d'hôpital encore sur les épaules, respirait par saccades, comme arrachée à un autre monde, arrachée à l'état catatonique où elle évoluait. Christophe oscillait, son corps y avalé par le manque, un sourire absent collé aux lèvres par quelques doses qu'Anaïs lui avait forcé à consommer. Marjorie, elle, brûlait. Ses yeux, noirs et fixes, clouaient son père sur place. Il n'y avait ni pitié ni peur dans son regard, seulement une rage muette, le poids de tous les silences accumulés, le silence des conversations depuis cette fameuse nuit. Un claquement sec résonna. Anaïs venait de refermer la porte derrière elle. Elle revint dans la pièce avec une lenteur calculée, un sourire glacé accroché à ses lèvres. Dans sa main droite brillait la lame effilée d'un long couteau de cuisine. Anaïs s'avança d'un pas lent et menaçant vers la table, ses yeux rivés sur chacun d'eux. Elle retira un à un les bâillons, la pointe du couteau, frôlant leurs lèvres, un sourire cruel aux lèvres. Le message était clair, le moindre son de travers, et la lame trouverait sa cible. Elle tira lentement une chaise, la plaçant juste en face de Jean-Hugues. Elle s'assit avec une assurance glaciale, planta ses yeux dans les siens et, d'une voix tranchante, lança « Allons-y, nous avons des points à éclaircir tous les deux. » Jean-Hugues soutint son regard, les mâchoires serrées, et répliqua avec défiance « Allons-y. » Anaïs se redressa légèrement sur sa chaise, comme pour savourer la position dominante qu'elle venait d'imposer. Son ton se fit méthodique. « Vous êtes mobile chez moi, monsieur Delecourt. Ce logement appartient à mes parents. » Jean-Hugues entr'ouvrit la bouche pour répliquer, mais la lame surgit aussitôt, s'arrêtant à quelques millimètres de son œil. Anaïs, implacable, souffla. « C'est moi qui parle, pour l'instant. » Son regard se détourna ensuite vers Marjorie, et un sourire narquois étira ses lèvres. « C'est avec toi que j'ai géré la réservation. Tu t'es bien gardé d'expliquer à ta chère famille que certaines animations faisaient partie du séjour. Tu veux leur expliquer ou je m'en charge ?» Marjorie garda les lèvres scellées, le visage crispé. Une larme solitaire roula sur sa joue, trahissant la peur qu'elle s'efforçait de contenir. Anaïs se redressa, savourant ce silence forcé. Elle promena le couteau d'un geste lent, comme une baguette de chef d'orchestre, et reprit d'une voix claire, destinée à toute la famille. « Laissez-moi vous expliquer le principe. Ce gîte est très connu dans la région. On le dit hanté. C'est devenu une attraction, une mise en scène bien rodée qui attire les amateurs de frissons. Vos petites terreurs, vos lumières qui s'allument toutes seules, vos ombres qui passent dans les couloirs. Tout cela fait partie du spectacle. » Elle lança un regard appuyé à Marjorie. « Et votre fille adorée, monsieur Delecourt, était bien au courant de tout cela. Elle a voulu mettre un peu de frisson dans votre week-end. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. J'aurais pu lui demander de m'expliquer, mais j'ai préféré réunir tout le monde. » Anaïs fit glisser la lame le long de la coudoir de la chaise de Marjorie, le métal crissant sur le bois poussiéreux. Elle se tourna de nouveau vers Jean-Hugues, son sourire s'effaçant pour laisser place à une froideur implacable. « Mais voilà le problème, » reprit-elle d'une voix basse. « Mes parents ont disparu. Plus personne ne les a revus depuis votre fameux séjour. Plus aucun signe de vie, plus aucun appel, plus aucun message.
Et vous savez quoi? La dernière réservation enregistrée pour ce gîte, c'est la vôtre. Vous et votre charmante famille. » Anaïs se leva calmement. Elle sortit de sa poche une cordelette fine et solide, attrapa la main gauche de Christophe et commença à nouer l'un de ses doigts à l'accoudoir. Le nœud était si serré que l'ongle devint rapidement blanc. Christophe, engourdi, ne réagissait pas, ses paupières lourdes du haut-shoot qu'il avait reçu. « Je veux la vérité, » dit Anaïs d'une voix glaciale, « mais je ne vais pas la demander plusieurs fois. » Sans prévenir, la lame s'abattit. Un geste sec, chirurgical. Le doigt de Christophe roula sur le parquet dans un bruit sourd. Un hurlement explosa dans la pièce, le garçon sortant brutalement de sa torpeur, convulsant de douleur, ses yeux révulsés. Anaïs tourna de nouveau son visage vers Jean-Hugues. « Je vous le demande donc, monsieur Delecourt, où sont mes parents ?» Jean-Hugues, blême, tenta de garder contenance. Il mit en pratique ses compétences professionnelles pour tenter d'ouvrir le dialogue. « Nous avons bien vu vos parents, oui, mais c'est tout, rien de plus. » Anaïs le fixa longuement, ses yeux brûlants d'une colère froide. Elle fit glisser la lame encore humide de sang le long de l'accoudoir, tout près de la main mutilée de Christophe, qui se tordait de douleur. « Votre fils n'a plus que 9 doigts, monsieur Delecourt. Et croyez-moi, sa souffrance ne fait que commencer. Elle va durer longtemps. » Sans prévenir, Anaïs leva de nouveau la lame et l'abattit d'un coup sec. Un deuxième doigt tomba au sol. Le sang éclaboussa l'accoudoir et le sol. Le cri de Christophe déchira l'air. Plus aigu, plus désespéré, sa tête basculant en arrière, tandis que ses cordes vocales se brisaient presque sous l'effort. Viviane, jusque-là muette, trouva enfin sa voix. Elle se pencha en avant, les yeux noyés de larmes. Elle hurla « Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Faites-moi ce que vous voulez, mais épargnez-le. » Ah, c'est cette chère Viviane qui va craquer la première. Elle ne supporte pas que l'on fasse mal à sa progéniture, ses enfants qui l'ont tout de même laissé moisir dans un mouroir pour les fous. Anaïs saisit le menton de Viviane et l'obligea à relever la tête. Son visage était inondé de larmes, ses lèvres tremblaient et la morve coulait de son nez. « Regarde-le, ta merveille !» gronda Anaïs, en pointant Christophe du couteau. « Regarde bien comment il hurle. C'est ça, être une mère. Le laisser pourrir dans ses excès, fermer les yeux et supplier seulement quand il est trop tard. » Jean-Hugues, conscient que la situation pouvait lui échapper, tenta d'accrocher l'esprit d'Anaïs qui avait jeté son dévolu sur Viviane. Anaïs relâcha brusquement le menton de Viviane et se redressa. D'un pas lent, elle contourna la table pour venir se planter devant Jean-Hugues. Elle le fixa avec une telle intensité qu'il faillit s'étrangler en déglutissant. Sa gorge était trop sèche. « Savez-vous ce que je pourrais faire, monsieur Delecourt ?» murmura Anaïs. « Je pourrais ouvrir la gorge de votre femme, là, sous vos yeux, et la regarder se noyer, dans son sang. Je pourrais sélectionner un à un les doigts de votre fils, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que des moignons sanglants. Je pourrais commencer par arracher les paupières de votre fille, la forcer à contempler la déchéance de son cher frère et l'impuissance de son père. » Anaïs marqua une pause. « Chaque minute que vous passez à mentir, chaque respiration inutile que vous permettez me donne une nouvelle idée de supplice. Chaque minute, ma haine monte. Quand j'aurai perdu le contrôle, il vous sera inutile de me supplier. » La tortionnaire pivota rapidement. En une fraction de seconde, elle se plaça derrière Marjorie, en glissant la lame sur son cou. Marjorie se figea. Elle sentit sa carotide pulser sur le fil du couteau. « Je l'ai tué !» hurla Viviane. « C'est de ma faute,
Je ne me contrôlais plus et je l'ai tué. » Un silence de plomb s'abattit aussitôt dans la pièce. Anaïs se figea, les yeux écarquillés. Le couteau toujours posé contre la gorge de Marjorie avait bougé et un mince filet de sang glissait sur son cou. Jean-Hugues, blême, tourna lentement la tête vers son épouse, la rage de ses yeux hurlant à son épouse de se taire. Jean-Hugues s'arracha un instant à son mutisme. « Tais-toi, Viviane, tu ne sais pas ce que tu dis. Laisse-la parler ou je coupe la jolie gorge de ta fille, » le coupa Anaïs. Le patriarche se tut. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Il sentait sa nouvelle employée au bord d'un geste incontrôlé qui coûterait la vie de sa fille. Aucune aide ne lui viendrait. Marjorie était pétrifiée. Christophe lui était effondré sur sa chaise. Son teint blanc laissait présager que trop de sang avait quitté son corps. Viviane, secouée de spasmes, ouvrit la bouche comme pour avaler une goulée d'air. Ses yeux fous balayaient la pièce, sans jamais vraiment se fixer. « Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué, mais je n'étais plus moi-même. » Son corps tremblait convulsivement. Elle avait du mal à respirer tel un enfant en crise de larmes qui ne retrouve pas son souffle. « Vous ne comprenez pas. Mes pensées étaient brouillées, tordues. Je voyais des ombres partout, j'entendais des voix. J'ai cru que votre mère était cette ombre qui était venue me terroriser la nuit précédente. J'étais sous l'emprise de la drogue. » Elle baissa la tête, en faute. Elle avait tellement de remords que cet aveu lui faisait du bien. Elle ne savait plus s'arrêter. J'ai pris le couteau. Mes mains bougeaient toutes seules. La lame s'est enfoncée dans son dos, et quand je l'ai vue tomber, je n'ai pas réalisé que le geste venait de moi. J'étais drogué. On m'avait drogué. Viviane s'effondra contre sa chaise, secouée de sanglots, répétant inlassablement « Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. » Anaïs, les yeux écarquillés, n'avait pas bougé. Le couteau toujours posé sur la gorge de Marjorie, elle laissa filer un rire sec, déformé par la haine. « Drogue ou pas, ma mère est morte de votre main, et ça rien ne l'effacera. » Furieuse, mais pas étonnée, Anaïs se retira dans l'entrée, afin de récupérer une petite boîte dans son sac à dos, posée dans un coin de la pièce. Elle revint à l'extrémité de la table, posa délicatement la boîte sur la table et entreprit de l'ouvrir. Elle en sortit une petite fiole, une seringue qu'elle s'empressa de remplir avec le contenu du flacon, telle une infirmière maléfique. Un silence glacé s'installa. Les yeux de ses prisonniers suivaient chacun de ses mouvements, hypnotisés par la seringue. « Vous avez assez gesticulé, » souffla Anaïs. « Je ne veux pas que vous bougiez quand je reviendrai. » Elle s'approcha d'abord de Christophe, qui tentait encore de retenir ses gémissements de douleur. D'un geste précis, elle planta l'aiguille dans sa cuisse, injectant le produit. Très vite, ses muscles se relâchèrent et ses jambes devinrent inertes, comme deux poids morts attachés à la chaise. Marjorie fut la suivante. Anaïs écarta d'un revers de lame la mèche de cheveux collée à sa joue, puis enfonça l'aiguille dans sa peau pâle. Marjorie étouffa un cri, ses cuisses se mirent à trembler avant de céder totalement, lourdes et engourdies. Enfin, ce fut au tour de Jean-Hugues. Anaïs savoura le moment, plantant l'aiguille plus lentement, ses yeux rivés aux siens. Le patriarche serra les dents, mais une chaleur diffuse lui coupa rapidement les jambes, l'enchaînant à sa chaise plus sûrement que n'importe quelle corde. Lorsqu'elle en eut terminé, Anaïs se tourna vers Viviane. « Vous marchez, on monte. » Elle attrapa Viviane par le bras et la força à se lever, la lame toujours contre ses côtes. Viviane, tremblante,
jeta un dernier regard vers sa famille immobilisée, ses yeux noyés de larmes. Anaïs la poussa vers l'escalier, chaque marche résonnant comme un glas, tandis qu'en bas, les autres restaient cloués sur leurs chaises, impuissants, condamnés à attendre. Les marches craquèrent sous leurs pas. Viviane, trébuchant presque à chaque marche, à chaque fois qu'elle ralentissait, la pointe glaciale du couteau lui entaillait les côtes pour la forcer à avancer. Elles atteignirent le palier. L'air y semblait plus lourd, saturé d'humidité et de poussière. La pénombre des lieux n'était trouée que par une faible lueur filtrant sous une porte entr'ouverte. Anaïs poussa Viviane à l'intérieur d'un violent coup d'épaule. Après avoir poussé Viviane dans une chambre, elle referma la porte derrière elle. Elle installa Viviane sur le lit, la lame toujours en main. « Ici, dit-elle d'une voix basse, il n'y a plus de mari pour te défendre, plus d'enfants pour pleurer. Ici, tu n'as que moi et tes vérités à laisser sortir. » Alors, reprit Anaïs d'une voix basse mais ferme, « raconte-moi. Pas tes cris de tout à l'heure, pas tes larmes, juste la vérité. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ?» Viviane la regarda dans les yeux. Les larmes coulaient. « Je vais vous expliquer. Je garde cela pour moi depuis trop longtemps. » Au rez-de-chaussée, Jean-Hugues s'impatientait. Cela faisait presque 15 minutes que Viviane était en haut. Il n'entendait aucun bruit, aucun cri, aucune larme. Il ne sentait plus ses hanches. Il arrivait encore à remuer les doigts de pied, mais il lui serait impossible de marcher si nécessaire. Le patriarche observait ses enfants. La somme de ses décisions les avait conduits ici, dans cette maison de l'enfer. Au bout du chemin, il en avait conscience. Maigre étaient les chances de repartir d'ici vivant. Les bruits des pas lents sur les marches réveilla Jean-Hugues, qui avait fermé les yeux quelques minutes pour récupérer un peu d'énergie. Sans un mot, Anaïs s'approcha de Jean-Hugues, s'accroupit face à lui et planta son regard dans le sien. Ses yeux rougis semblaient presque suppliants. « Montrez-moi où elle est, souffla-t-elle. « Montrez-moi où vous avez enterré ma mère. » Jean-Hugues ne protesta pas. Son corps affaibli, sa volonté brisée par l'aveu de Viviane, il ne chercha plus à nier. Le patriarche baissa la tête, les mâchoires crispées. « Elle est de l'autre côté du jardin, à la limite du terrain, près de la vieille cabane. Elle est sous le tas de pierres. Cela ne sert à rien de me forcer à ramper jusque là-bas. La déterrer ne la ramènera pas. Je suis désolé. Elle est morte dans mes bras et dans ceux de votre père. Il a fallu 1 ou 2 minutes pour que son dernier souffle ne balaye le visage de votre père. » Jean-Hugues pleurait. La révélation avait fait remonter à la surface tous ces souvenirs douloureux qu'il tentait d'effacer depuis quelques mois. Marjorie était également effondrée. Anaïs resta figée, les poings crispés autour du manche de son couteau. Elle inspira lentement. « Dans vos bras et dans ceux de mon père, » répéta-t-elle d'une voix sourde. Jean-Hugues redressa la tête, les yeux rougis. Trop tard, il comprit qu'il en avait dit trop. Marjorie redressa lentement la tête, ses lèvres tremblaient, mais sa voix claqua, nette, tranchante. Il n'était pas mort. Tous les regards se tournèrent vers elle. Anaïs, figée, planta ses yeux brûlants dans ceux de la jeune femme. « Qu'est-ce que tu dis ?» souffla-t-elle. Marjorie serra les poings, ses larmes roulant sur ses joues. « Maman avait déjà poignardé ta mère, mais lui, ton père, il allait bien malgré son état de choc. Il nous regardait, perdu, il suppliait. Et toi, papa, tu as dit que tu allais t'en occuper. » Jean-Hugues sursauta, secouant la tête avec véhémence. « Marjorie, tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. »
Si, j'ai très bien compris, répliqua-t-elle, la voix brisée mais ferme. Tu l'as emmené, et tu nous as dit qu'on ne le reverrait jamais. Marjorie, tais-toi, je t'en supplie. Anaïs s'approcha lentement de Marjorie, son visage montrant une froide détermination. Sans un mot, elle attrapa la corde qui pendait du dossier et commença à lui enrouler les poignets aux accoudoirs. Marjorie, trop tétanisée pour résister, sentit les nœuds se serrer contre sa peau, la coupant définitivement de tout échappatoire. « Je vais vous poser une seule question, monsieur Delecourt, » dit-elle d'une voix glaciale. « Mon père est-il vivant ?» Jean-Hugues garda la tête baissée, ses doigts crispés contre les accoudoirs. Aucun son ne sortit de sa bouche. Anaïs fit un pas en avant, le couteau à la main. « Regardez-moi, est-ce qu'il est encore en vie ?» Jean-Hugues leva enfin les yeux vers elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, les larmes lui coulaient dans la bouche. Oui, il est en vie. Quelques minutes plus tard, dehors, assise sur le perron de la maison, Anaïs fumait une cigarette. La nicotine passant dans son sang faisait redescendre légèrement sa tension. Suite à l'annonce de Jean-Hugues, elle n'avait pas réussi à réagir. Son père était en vie. Toute sa stratégie de vengeance tombait à l'eau. Elle s'était persuadée de la mort de ses parents. Jean-Hugues était un fin manipulateur. Sa révélation tardive n'avait rien au hasard. Anaïs cogitait à 100 à l'heure. Son nouveau patron avait quelque chose en tête. Il lui fallait découvrir ce que c'était avant de le laisser la manipuler à sa guise. Mais la nouvelle de son père en vie l'empêchait de réfléchir normalement. Anaïs écrasa sa cigarette du bout de sa chaussure sur la pierre du perron. Elle inspira une dernière fois l'air glacé du jardin, puis rouvrit la porte d'un geste sec. Le grincement des gonds fit sursauter Marjorie. Christophe, les yeux rougis par la douleur, leva à peine la tête. Jean-Hugues, lui, redressa le menton. Un petit rictus narquois au bout des lèvres. Les cartes changeaient temporairement de main. Anaïs entra lentement, ses pas résonnant sur le carrelage. Elle s'arrêta devant la table, promena son regard d'un visage à l'autre, puis planta ses yeux dans ceux du patriarche. « Vous allez me conduire à lui, » dit-elle d'une voix calme, trop calme. « Mon père, je veux le voir, vivant. » Elle marqua une pause, approcha la lame du visage de Marjorie sans la toucher. « Mais écoutez-moi bien. Si vous me mentez encore une fois, si vous cherchez à me tromper, je jure que votre fille mourra devant vos yeux. Et cette fois, tu ne pourras rien faire. Où est-il » Le silence s'abattit dans la salle à manger. Jean-Hugues soutint son regard, mais sa respiration trahissait son trouble. Derrière lui, Marjorie ferma les yeux, le souffle court. Anaïs et Jean-Hugues, êtres égoïstes, jouaient une partie de poker. Jean-Hugues ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais Anaïs le devança. « Vous croyez avoir encore le choix, mais regardez autour de vous. Vos jambes ne vous portent plus. Votre fils se vide de son sang. Votre femme est brisée. La seule que je peux emmener, c'est elle. » Elle posa une main glaciale sur l'épaule de Marjorie, qui ne bougea pas. « Voilà ma proposition. Vous me dites où est mon père. J'emmène votre fille. Si je découvre qu'il est vivant, je reviendrai, sans elle, et vous serez libre. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Jean-Hugues la fixait, cherchant dans ses yeux la faille, le mensonge. Mais Anaïs resta impassible, implacable. Marjorie inspira profondément, et pour la première fois, soutint le regard de son père. Ses lèvres tremblaient, mais ses mots claquèrent, froids. « Fais ce qu'elle dit, papa, il faut que tout cela cesse. » Jean-Hugues contracta la mâchoire.
Vous me prenez pour un imbécile. Si je vous dis où il est, rien ne garantit que vous ne disparaîtrez pas avec ma fille. Et alors, que restera-t-il de nous? Anaïs s'avança d'un pas, ses yeux plantés dans les siens. Elle relâcha la pression de ses doigts sur sa lame et inspira profondément. Sa voix, pour la première fois depuis son arrivée, perdit son tranchant. « Vous croyez que je suis venu ici pour tous vous égorger, monsieur Delecourt? Vous trompez. J'ai assez de sang sur les mains, assez de fantômes dans ma tête. Tout ce que je veux maintenant que je le sais en vie, c'est mon père. Le retrouver, aller de l'avant avec lui. » Elle marqua une pause, baissa légèrement les yeux, comme pour contenir une émotion trop violente. « Je ne vous dois rien, mais si vous m'aidez, alors peut-être qu'il restera quelque chose à sauver ici. » Jean-Hugues la dévisageait, hésitant. Son instinct lui soufflait qu'elle disait la vérité, mais une part de lui restait persuadée qu'il s'agissait d'un piège. À côté, Marjorie se tenait immobile, le regard rivé sur son père qu'elle suppliait de son regard afin qu'il prenne la bonne décision. Après de longues secondes de réflexion, Jean-Hugues abdiqua. « C'est d'accord, » dit-il en soufflant, laissant la tension retomber. « Votre père est dans un studio que je loue en général à des étudiants. L'adresse est dans mon téléphone, enregistrée dans les adresses récurrentes. Vous m'avez l'air sincère. Je souhaite que mes 2 enfants profitent de la vie de nombreuses années encore. » Anaïs et Marjorie quittèrent la maison dans un silence de mort, laissant derrière elles les gémissements de Christophe et les supplications étouffées de Viviane. Le froid mordant de la nuit les accompagna jusqu'à une petite garçonnière moderne, à quelques heures de route du gîte. Le trajet se fit dans le silence, Marjorie étant somnolente dans ce nouveau contexte, calme et sans pleurs. La serrure céda sous un coup sec. L'odeur rance de poussière et de chair oubliée leur sauta au visage. Dans un coin, allongé sur un vieux matelas taché, gisait un corps. Des chaînes pendaient encore à ses chevilles. Anaïs s'avança, ses jambes tremblantes, et s'effondra à genoux. Ses doigts effleurèrent ce visage émacié, réduit à une carcasse desséchée par les semaines de captivité. Papa. Le hurlement qu'elle poussa résonna comme un écho venu d'outre-tombe. Derrière elle, Marjorie se tenait immobile, les yeux embués mais résolus. Elle posa une main ferme sur l'épaule d'Anaïs. « Il t'a pris ton père, comme il nous a tout pris. Je vais t'aider. » Anaïs releva la tête. Dans ses yeux noyés de larmes brillait une lueur nouvelle, la haine, partagée. Épilogue. Le gîte du Mont Noir n'était plus qu'une rumeur, une légende que les habitants du coin entretenaient à demi-mot, comme on alimente un feu qu'on ne veut jamais voir s'éteindre. On disait qu'on y voyait des ombres, qu'on y entendait des voix étouffées, parfois des cris qui s'éteignaient trop vite. Personne n'y croyait vraiment, mais tout le monde payait pour y jeter un œil. 2 femmes géraient désormais les lieux. L'une, rousse aux yeux d'acier, gérait les mises en scène, les effets de lumière, les pièges sonores. L'autre, plus discrète, fine et élégante, accueillait les clients avec un sourire doux qui masquait mal une froideur plus profonde. Ensemble, elles faisaient vivre la peur. Ensemble, elles transformaient l'horreur en spectacle. Les nuits dites hantées affichaient complet des semaines à l'avance. Les curieux repartaient en secoués, convaincus d'avoir vu les spectres des anciens propriétaires errer dans les couloirs. Les plus sceptiques, eux, repartaient troublés, avec le sentiment qu'un morceau de leur âme était resté derrière ces murs. Sur la vieille table de bois du salon, les 2 femmes trinquèrent à leur réussite. « Ô fantôme !» lança Anaïs,
un sourire glacé aux lèvres. Et aux silences qui les ont créés, répondit Marjorie, en levant son verre. Dehors, le vent se leva, faisant grincer les volets. Les murs, gorgés de mémoire, semblaient retenir leur souffle,